Il existe une vérité que presque personne n'ose dire à voix haute. Une vérité que la société enterre sous des sourires polis, sous des dîners de famille et sous le bruit constant des téléphones qui sonnent pour d'autres. Cette vérité, la voici. Les hommes qui luttent le plus fort contre la solitude, après 50 ans, sont précisément ceux qui finissent par en être dévorés. Pourquoi ceux qui essaient le plus fort tombent-ils encore plus bas? Pourquoi la résistance elle-même devient-elle le piège? Cette question mérite une réponse honnête. Et cette réponse va changer quelque chose en vous, si vous acceptez de l'entendre jusqu'au bout. Mira, il ne s'agit pas d'une consolation facile. Il ne s'agit pas de vous dire que tout va bien se passer avec un peu de bonne volonté. Ce dont il s'agit ici, c'est d'une réalité clinique, d'une vérité que la psychiatrie et la psychologie contemporaine confirment avec une précision presque douloureuse. La manière dont un homme traverse sa solitude après 50 ans détermine, de façon quasi irréversible, la qualité de ses 20 ou 30 années suivantes. Pas seulement sa qualité émotionnelle, sa santé cognitive, sa vitalité physique, sa capacité à ressentir encore de la joie. Il y a quelque chose qui se passe dans le silence d'une maison vide, quelque chose que peu d'hommes savent nommer correctement. Ce n'est pas simplement l'absence de quelqu'un, c'est la présence d'une voix intérieure qui commence, lentement, à réécrire l'histoire de qui vous êtes. Imaginez un dimanche après-midi de novembre. La lumière entre par la fenêtre du salon, comme elle l'a toujours fait. La chaise en face est vide, comme elle l'est depuis des mois, peut-être depuis des années. Le café refroidi dans la tasse. La télévision est allumée, mais on ne la regarde pas vraiment. On entend des voix, des rires, des musiques qui appartiennent à d'autres vies. Et dans cet espace, entre le bruit du monde et le silence de cette pièce, quelque chose commence à peser, quelque chose d'indéfinissable, mais de très réel. Une sensation qui ressemble à du vide, mais qui est en réalité beaucoup plus dense que ça. C'est exactement là, dans ce dimanche de novembre, dans ce café qui refroidit, que commence l'une des batailles les plus importantes de la seconde moitié d'une vie. Et c'est précisément là que la plupart des hommes prennent la mauvaise décision sans même s'en rendre compte. Ils allument la télévision un peu plus fort. Ils appellent quelqu'un qui ne répond pas. Ils se lèvent, ils bougent, ils font quelque chose pour ne pas rester avec ce silence. Et le silence, lui, attend patiemment, parce que le silence a tout son temps. Si quelque chose dans ces mots vous touche, si quelque chose résonne avec ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez en ce moment, restez avec nous. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes a le pouvoir de transformer profondément votre rapport à vous-même et à cette vie que vous menez. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, parce que chaque semaine, nous explorons ensemble ces territoires intérieurs que personne n'ose vraiment cartographier. Et laissez un commentaire, dites-nous simplement, est-ce que cette sensation du dimanche après-midi, vous la connaissez? Votre réponse, même en un seul mot, pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul ce soir. Revenons à cet homme assis dans son salon. Il a peut-être 55 ans, peut-être 65. Il a travaillé toute sa vie. Il a construit des choses, il a porté des responsabilités, il a été père, peut-être mari, peut-être les deux à la fois. Il a traversé des décennies avec une identité claire, une fonction sociale précise, des rôles qui lui donnaient une forme, une consistance, une raison de se lever chaque matin. Et puis quelque chose a changé, parfois brutalement, parfois si progressivement qu'il n'a pas vu venir le moment où le sol s'est dérobé sous ses pieds. Une séparation, un départ à la retraite, des enfants qui ont construit leur propre vie, légitimement, naturellement, un réseau social qui s'est effiloché comme un vieux tissu. Et maintenant, il est là, dans ce salon, avec toute cette expérience accumulée, toute cette sagesse durement gagnée, toute cette capacité à comprendre le monde, et pourtant il se sent étrangement invisible, étrangement inutile, étrangement seul dans un sens qu'il n'avait jamais anticipé. Verras, ce sentiment n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un échec, c'est une transition, l'une des transitions les plus profondes et les plus mal comprises de l'existence masculine. Et la science psychologique nous dit quelque chose d'essentiel à son sujet. Ce n'est pas la solitude elle-même qui blesse, c'est la résistance à la solitude. C'est le refus de l'accepter,
de la regarder en face, de comprendre ce qu'elle essaie réellement de nous dire. Mais avant d'aller plus loin, il faut être honnête sur ce qui se passe quand on ne fait rien. Quand on laisse les jours s'accumuler sans prendre de décision consciente, quand on attend que quelque chose change à l'intérieur. Parce que ce qui attend au bout de ce chemin de résistance et d'inaction est beaucoup plus sombre que ce que la plupart des hommes imaginent. Pourquoi ceux qui essaient le plus fort tombent-ils encore plus bas? Parce que lutter contre la solitude avec les mauvaises armes est comme lutter contre la mer. Plus on s'agite, plus on s'épuise, plus on coule. Et l'épuisement émotionnel d'un homme qui résiste à sa propre solitude pendant des années laisse des traces que les neurologues savent désormais identifier avec précision. Il y a une étude menée par des chercheurs de l'Université de Chicago qui a suivi pendant plus de 10 ans des hommes de plus de 50 ans vivant seuls. Les résultats sont saisissants. Les hommes qui vivaient leur solitude dans la résistance, dans la rumination, dans l'attente passive, que les choses changent, présentaient une accélération significative du déclin cognitif. Non pas parce que leur cerveau était défaillant au départ, mais parce que l'isolement émotionnel, non traité, agit sur le système nerveux central comme une inflammation chronique. Il érode lentement les connexions. Il diminue la neuroplasticité. Il rétrécit, littéralement, certaines régions du cerveau liées à la mémoire et à la régulation émotionnelle. Ce ne sont pas des métaphores. Ce ne sont pas des images poétiques pour illustrer une tristesse. Ce sont des données biologiques qui disent quelque chose de fondamental. La solitude non acceptée est une maladie silencieuse. Et comme toutes les maladies silencieuses, elle avance pendant qu'on regarde ailleurs. Figeac, il y a quelque chose que les hommes ne se disent presque jamais entre eux. Ils peuvent parler de politique, de sport, de leurs enfants, de leur voiture, de leur santé physique avec un certain détachement clinique. Mais ils ne se disent presque jamais « j'ai peur ». J'ai peur de cette maison vide, j'ai peur de cette table où je mange seul. J'ai peur de mourir sans avoir vraiment été connu par quelqu'un. Cette peur-là, non dite, non reconnue, non traversée, elle s'accumule comme de l'eau derrière un barrage. Et les barrages, tôt ou tard, cèdent. Pensons à un homme que nous pourrions appeler Bernard. 61 ans, ingénieur à la retraite depuis 2 ans. Homme de principe, de structure, de méthode, ses collègues le respectaient. Sa famille le considérait comme un pilier. Quand sa femme a demandé le divorce après 30 ans de mariage, il a réagi comme il avait toujours réagi face aux problèmes. Il a cherché des solutions pratiques. Il a organisé son appartement avec efficacité. Il a établi un planning pour voir ses enfants. Il a commencé à faire du sport 3 fois par semaine. En surface, tout semblait sous contrôle. Mais le soir, dans cet appartement bien organisé, quelque chose n'allait pas. Il dormait mal. Il commençait à oublier des choses simples, des rendez-vous, des noms, des mots au milieu d'une phrase. Il avait des accès de colère disproportionnés pour des petites choses. Une queue au supermarché, un chauffeur trop lent. Son fils lui disait « Papa, tu n'es plus toi-même, est-ce que tu vas bien ?» Et Bernard répondait invariablement « Je vais très bien, ne t'inquiète pas. » Parce que pour Bernard, aller bien était une question de dignité. La fragilité n'avait pas de place dans son vocabulaire intérieur. 18 mois après le divorce, son médecin généraliste lui a suggéré une consultation psychiatrique. Non pas parce qu'il était en crise visible, mais parce que les marqueurs biologiques du stress chronique étaient au rouge. Cortisol élevé, tension artérielle instable, troubles du sommeil profond. Le corps de Bernard criait ce que Bernard n'avait jamais su dire. Et quand le psychiatre lui a posé la question simple « Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ?» Bernard n'a pas pu répondre. Il ne s'en souvenait plus. Ce portrait de Bernard n'est pas là pour vous faire peur avec une histoire fictive. Il est là pour que vous reconnaissiez peut-être un reflet, peut-être pas le vôtre, mais celui d'un ami, d'un frère, d'un collègue. Ou peut-être, si vous êtes honnête avec vous-même dans ce moment, un reflet qui vous ressemble un peu plus que vous ne voudriez l'admettre. Parce que le coup de ce silence intérieur est très précis. Il ne se présente pas comme une catastrophe soudaine, il se présente comme une accumulation de petites pertes. La perte du plaisir, d'abord dans les grandes choses, puis dans les petites. La perte de la curiosité, ce désir spontané de comprendre, de découvrir, d'apprendre.
la perte de la légèreté, cette capacité à rire de quelque chose sans raison particulière. Et finalement, la perte la plus grave, la perte du sentiment d'être vivant, pleinement, intensément dans sa propre vie. Pourquoi ceux qui essaient le plus fort tombent-ils encore plus bas? Parce que l'effort, quand il est orienté dans la mauvaise direction, creuse le trou plutôt que de le combler. Et la mauvaise direction, c'est celle qui pointe toujours vers l'extérieur, trouver quelqu'un, se remplir le calendrier. Éviter le silence à tout prix. Cette direction-là ignore complètement la seule porte qui mène réellement à la paix, la porte intérieure. Et voici ce que la psychiatrie moderne, ce que les neurosciences et ce que des siècles de sagesse philosophique convergent pour nous dire avec une clarté absolue. La solteria, le fait de vivre seul, n'est pas en soi une condition douloureuse, c'est une condition neutre. C'est le regard qu'on porte dessus qui la transforme en enfer ou en refuge. Escucha, voici quelque chose que presque aucun homme de plus de 50 ans n'a jamais vraiment entendu. Pas de la bouche d'un ami, pas dans un livre, pas dans une conversation ordinaire. La voici, vous n'avez pas besoin d'être en couple pour être complet. Vous n'avez pas besoin d'une présence permanente à côté de vous pour avoir une vie pleine de sens, de chaleur et de vitalité. Ce que vous ressentez comme un manque est souvent, en réalité, un appel. Un appel vers une version de vous-même que vous n'avez jamais eu le temps de rencontrer vraiment, parce que vous étiez toujours occupé à jouer un rôle pour quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose de profondément beau dans cette idée, même si elle fait peur au premier abord. Après 50 ans, peut-être même après 60 ou 70 ans, la vie vous offre quelque chose d'extraordinairement rare, du temps avec vous-même. Du temps pour vous demander qui vous êtes vraiment, en dehors de toutes les fonctions que vous avez remplies. En dehors du fils, du mari, du père, du collègue, du chef, qui est l'homme qui reste quand tous ces costumes sont posés. Cette question n'est pas une menace, c'est une invitation, la plus profonde et la plus précieuse qui soit. Mais pour accepter cette invitation, il faut d'abord traverser quelque chose de difficile. Il faut regarder en face ce que la solitude non acceptée a fait à certaines parties de vous. Parce que si on ne regarde pas l'ombre, elle continue à diriger depuis les coulisses. Et la plupart des hommes n'ont jamais appris à regarder leur ombre. On leur a appris à avancer, à produire, à résoudre, à ne pas s'arrêter. L'introspection était perçue comme un luxe, voire comme une faiblesse. Alors, l'ombre a grandi. Silencieusement, pensons à ce que les psychologues appellent la rumination. Ce processus mental dans lequel la pensée tourne en boucle sur les mêmes événements passés, les mêmes regrets, les mêmes questions sans réponse. La rupture qui n'aurait peut-être pas dû arriver, les années où on a travaillé trop et été présent trop peu, les mots qu'on n'a jamais dits, les voyages jamais faits, les rêves remis à plus tard jusqu'à ce que le plus tard devienne maintenant et que maintenant ressemble à une pièce vide. La rumination n'est pas de la réflexion, c'est de la souffrance déguisée en pensée. Et chez les hommes qui vivent seuls après 50 ans, sans pratique consciente pour l'interrompre, la rumination peut devenir le fond sonore permanent de l'existence. Un bruit de fond qui s'intensifie dans le silence. Un bruit de fond qui finit par ressembler à la voix de la réalité elle-même, alors qu'il n'est que la voix de la peur non traversée. Les recherches de Christine Neff sur l'autocompassion, les travaux de Jaume Kabat-Zinn sur la pleine conscience, les études cliniques de nombreux psychiatres et psychologues à travers le monde, tous pointent vers la même direction. La sortie de la rumination ne passe pas par l'effort intellectuel de résoudre ce sur quoi on rumine. Elle passe par le changement de la relation qu'on entretient avec sa propre expérience intérieure. Et c'est là que quelque chose de fascinant se produit. Quelque chose que beaucoup d'hommes de plus de 50 ans ont découvert avec une surprise mêlée d'émotions. Quand on arrête de fuir le silence et qu'on commence à l'habiter, le silence change de nature. Il ne ressemble plus à un vide. Il commence à ressembler à quelque chose de vivant. Pourquoi ceux qui essaient le plus fort tombent-ils encore plus bas? Parce qu'ils n'ont jamais appris à s'arrêter. Parce que toute leur vie, s'arrêter voulait dire échouer. Et maintenant, dans cette deuxième moitié de vie, s'arrêter est précisément ce qui peut tout changer. Voici une image que les neurosciences nous offrent et qui mérite qu'on s'y attarde. Le cerveau humain, à tout âge, possède une capacité remarquable que les scientifiques appellent la neuroplasticité. La capacité à former de nouvelles connexions
à réorganiser ses circuits, à apprendre de nouvelles façons de percevoir et de ressentir. Pendant longtemps, on a cru que cette plasticité diminuait drastiquement après un certain âge. Mais les recherches des 2 dernières décennies ont profondément remis en question cette croyance. Un cerveau de 60 ans qui pratique régulièrement la méditation de pleine conscience montre des modifications structurelles mesurables en quelques semaines seulement. Le cortex préfrontal, responsable de la régulation émotionnelle et de la prise de décision consciente, s'épaissit. L'amygdale, ce centre de traitement de la peur et du stress, se calme. Les connexions entre les différentes régions du cerveau se renforcent. En d'autres termes, votre cerveau, à 50 ans, à 70 ans, peut encore changer, peut encore apprendre à être heureux. Ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est de la neurobiologie. Mais il y a quelque chose encore plus important que les données scientifiques. Il y a ce que les hommes qui ont traversé cette transformation ressentent et décrivent. Et ce qu'ils décrivent ressemble toujours, avec des mots différents, à la même expérience fondamentale. La découverte que la compagnie la plus importante de leur vie, c'était eux-mêmes. Et que cette compagnie, ils ne l'avaient jamais vraiment explorée. Un homme que nous pourrions appeler Georges avait 63 ans quand sa femme est décédée après une longue maladie. 2 ans de deuil profond, 2 ans pendant lesquels il a senti que le monde entier avait perdu sa couleur. Son frère lui disait « Georges, tu dois sortir, tu dois voir des gens, tu ne peux pas rester seul comme ça. » Et Georges essayait. Il allait au repas de famille. Il rejoignait ses anciens collègues pour des déjeuners. Il souriait, il participait, il jouait le rôle de quelqu'un qui va mieux. Et puis il rentrait chez lui et la maison était exactement aussi silencieuse qu'avant, peut-être même plus silencieuse, parce que le contraste était devenu insupportable. C'est lors d'une retraite de pleine conscience, une fin de semaine organisée dans un monastère de la région, que quelque chose a changé pour Georges. Le premier soir, le moine qui guidait la retraite a dit ces mots simples. Le silence n'est pas ce qui reste quand tout le monde est parti. Le silence est ce qui était là avant que vous arriviez et ce qui sera là après. Apprenez à y prendre place plutôt que d'en avoir peur. Georges m'a confié, lors d'une conversation, ce moment précis où il a senti quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Ce n'était pas une révélation dramatique. C'était plutôt comme si une tension qu'il portait depuis si longtemps qu'il ne la remarquait même plus avait légèrement relâché son emprise. Ce moment d'imperceptible relâchement, c'est là que sa guérison a réellement commencé. Mira, ce que Georges a découvert ce soir-là, c'est ce que les traditions contemplatives enseignent depuis des siècles et ce que la psychologie moderne confirme avec ses outils propres. La présence à soi est une compétence. Comme toute compétence, elle s'apprend, elle se pratique, elle se développe. Et une fois développée, elle transforme radicalement l'expérience de la solitude. Elle la transforme en quelque chose qu'on pourrait appeler avec précision la solitude habitée. La solitude habitée, ce n'est pas l'absence des autres, c'est la présence pleine à soi-même. C'est la capacité à être dans une pièce seule et à se sentir non pas isolé, mais centré. Non pas abandonné, mais libre. Non pas diminué, mais entier. Et maintenant, allons au cœur de ce que cela signifie concrètement. Parce que les belles idées ne valent rien si elles ne deviennent pas des pratiques. Et les pratiques ne valent rien si elles ne sont pas adaptées à la réalité quotidienne d'un homme qui vit seul, avec ses habitudes, ses résistances, ses journées parfois longues et ses nuits parfois trop silencieuses. La première pratique, celle qui fonde toutes les autres, s'appelle l'ancrage intentionnel. C'est une pratique si simple qu'on la sous-estime presque toujours. Et pourtant, les études cliniques montrent que c'est l'une des interventions les plus efficaces pour réduire l'anxiété et la rumination chez les personnes qui vivent seules. Voici comment elle fonctionne. Chaque matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant d'allumer la télévision, avant de regarder le téléphone, avant même de préparer le café, vous prenez 2 minutes seulement pour vous asseoir, faire une chose, remarquer ce qui est là. Pas ce qui devrait être là, pas ce qui vous manque, pas ce qui vous inquiète. Ce qui est là, maintenant, dans cette pièce, dans ce corps, dans ce moment. La lumière sur le mur, le son de la rue en bas, la chaleur des vêtements sur la peau, la respiration qui entre et qui sort sans que vous ayez à lui demander de le faire.
Ces choses-là existent, elles sont réelles. Elles constituent le tissu vivant de votre présence dans le monde. Et les reconnaître, même brièvement, même imparfaitement, active dans le cerveau un circuit que les neuroscientifiques appellent le réseau de la présence, un circuit qui est en compétition directe avec le réseau de la Rumination. En d'autres termes, quand vous êtes vraiment là, vous ne pouvez pas être en même temps perdu dans le passé ou angoissé par l'avenir. Le cerveau ne peut pas faire les deux simultanément avec la même intensité. La présence est littéralement le remède neurologique à la rumination. Pourquoi ceux qui essaient le plus fort tombent-ils encore plus bas? Parce qu'ils cherchent la solution dans les grandes actions, les grands changements, les grands efforts, alors que la solution réside dans ces 2 minutes du matin, dans cette attention minuscule et décisive portée à ce qui est là. La deuxième pratique, tout aussi fondamentale, s'appelle le journal de gratitude spécifique. Et je dis spécifique parce que la gratitude générale, le fait de se dire globalement que ma vie n'est pas si mauvaise, a peu d'effets mesurables sur le cerveau. Mais la gratitude spécifique, celle qui identifie des moments précis, des sensations concrètes, des échanges particuliers, celle-là a un impact neurologique documenté. Chaque soir, avant de dormir, notez 3 moments de la journée qui ont contenu quelque chose de bon. Pas quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de bon, la saveur d'un café particulièrement réussi, la voix d'un ami au téléphone, la lumière de fin d'après-midi sur les toits, un chapitre d'un livre qui vous a fait penser, un souvenir qui a surgi et qui vous a fait sourire malgré vous. Ces moments-là existent dans chaque journée, même dans les journées difficiles. Mais ils n'existent pour nous que si nous leur accordons de l'attention. Et leur accorder de l'attention, c'est entraîner le cerveau à les chercher. C'est modifier progressivement le biais attentionnel du cerveau, qui par défaut cherche la menace et le problème, vers quelque chose de plus équilibré, vers une perception plus complète et plus juste de la réalité de votre vie. Un homme qui pratique cela, pendant 30 jours, change la chimie de son cerveau. Ce n'est pas une métaphore. Les niveaux de dopamine et de sérotonine changent mesurément. La qualité du sommeil s'améliore. La sensation générale de bien-être augmente. Et tout ça à partir de 3 lignes écrites le soir dans un carnet. Figeac, voici quelque chose de remarquable que presque personne ne dit aux hommes de plus de 50 ans. La psychologie positive, fondée notamment par Martin Seligman, a identifié ce qu'elle appelle les forces de caractère. Ces qualités profondes qui définissent chaque être humain de manière unique, la curiosité, la sagesse, le courage, la générosité, la créativité, l'humour, la gratitude, la capacité à aimer, la capacité à admirer, la beauté. Ces forces ne diminuent pas avec l'âge. Elles s'approfondissent, elles s'affinent, elles deviennent plus essentielles, plus distillées. Et l'une des choses les plus puissantes qu'un homme seul puisse faire après 50 ans est d'identifier ses forces de caractère et de les utiliser délibérément, consciemment, dans sa vie quotidienne. Non pas pour impressionner les autres, non pas pour remplir un rôle social, mais parce que l'exercice de ces forces profondes génère ce que les psychologues appellent le flow, cet état d'engagement total où le temps s'efface et où l'on se sent pleinement vivant. L'homme curieux qui relit les philosophes grecs le matin en buvant son café est dans le flow. L'homme créatif qui apprend à peindre à 60 ans est dans le flow. L'homme généreux qui fait du bénévolat le jeudi après-midi est dans le flow. Et dans le flow, il n'y a pas de place pour la solitude douloureuse. Pas parce qu'on l'oublie ou qu'on la fuit, mais parce qu'on est trop occupé à être vivant pour en avoir peur. La troisième pratique est celle que j'appellerais le rituel de connexion consciente. Et voici pourquoi ce mot, consciente, est crucial. Il ne s'agit pas de remplir son agenda de rendez-vous sociaux pour éviter d'être seul. Ce genre de connexion superficielle, comme l'ont montré de nombreuses études, peut paradoxalement augmenter le sentiment de solitude, parce qu'elle crée un contraste douloureux entre la présence physique des autres et l'absence de profondeur dans l'échange. Ce dont il s'agit ici, c'est de quelques connexions de qualité nourries avec intention. Une conversation par semaine avec quelqu'un à qui vous dites quelque chose de vrai. Pas la météo, pas les nouvelles, quelque chose de vrai.
un doute que vous avez, une joie que vous avez ressentie, un souvenir qui vous est revenu, une question qui vous occupe. Ces connexions de qualité nourrissent le cerveau d'une manière que les connexions superficielles ne font pas. Elles activent le système ocytocinergique, ce réseau neurochimique lié à l'attachement et à la confiance. Elles diminuent les marqueurs biologiques du stress. Elles renforcent le sentiment d'appartenance sans créer de dépendance. Et quelque chose d'important, ces connexions ne requièrent pas nécessairement une présence physique. Une lettre écrite à la main à un ami d'enfance, un appel téléphonique de 20 minutes avec quelqu'un qu'on aime, un message vocal envoyé à un fils ou une fille, non pas pour demander quelque chose, mais simplement pour dire « J'ai pensé à toi aujourd'hui parce que j'ai vu quelque chose qui m'a rappelé un souvenir avec toi ». Ces gestes-là créent des ponts. Et les ponts, dans une vie solitaire bien vécue, sont plus précieux que les foules. La quatrième pratique touche quelque chose que les hommes de cette génération ont souvent négligé avec une conviction presque culturelle. Le corps. Non pas le corps comme machine à entretenir pour rester en bonne santé, mais le corps comme lieu de présence, comme ancre dans le réel, comme source d'information émotionnelle. La pleine conscience corporelle est l'une des pratiques les plus transformatrices disponibles. Et elle ne demande rien d'autre qu'une attention portée, délibérément, aux sensations physiques dans des moments ordinaires. Marcher en sentant le sol sous les pieds, pas en pensant à ce qu'on va faire en rentrant. Manger en goûtant vraiment ce qu'on mange, pas en regardant le journal télévisé. Prendre une douche en sentant l'eau sur la peau, pas en planifiant mentalement la journée. Ces pratiques semblent anodines. Elles ne le sont pas. Elles constituent, selon les neurosciences contemplatives, l'une des formes les plus accessibles et les plus efficaces de régulation du système nerveux autonome. Elles réduisent le niveau basal de cortisol. Elles améliorent la qualité du sommeil. Elles augmentent ce qu'on appelle la tolérance à la détresse. Cette capacité à rester présent face à quelque chose d'inconfortable sans avoir à fuir immédiatement. Et pour un homme qui vit seul, la tolérance à la détresse est peut-être la compétence la plus précieuse qui soit. Parce que les moments difficiles, les soirs pesants, les anniversaires qui font mal, les dimanches qui durent trop longtemps, tous ces moments vont exister. On ne peut pas les supprimer. Mais on peut apprendre à les traverser debout. Véras, il y a une phrase que les traditions contemplatives répètent depuis des siècles avec des formulations différentes, mais une signification identique. Ce qui résiste persiste, ce qui s'accepte se transforme. La psychologie moderne, notamment les travaux sur l'ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement développée par Stephen Hayes, confirme cette sagesse ancienne avec une précision clinique. Lorsqu'un homme de 60 ans apprend à dire avec une douceur sincère et non pas une résignation amère. Oui, ce soir est difficile. Oui, je me sens seul. Oui, il me manque quelque chose et que je peux rester avec sentiment sans en avoir peur et sans avoir besoin de le faire disparaître immédiatement. Quelque chose d'extraordinaire se produit. La douleur ne disparaît pas forcément, mais elle change de nature. Elle devient traversable, elle devient humaine. Elle devient, paradoxalement, une forme de connexion avec soi-même. C'est ce que Georges a découvert dans ce monastère. Ce n'est pas que le silence est devenu agréable du jour au lendemain. C'est qu'il a appris à y entrer sans fuir. Et une fois qu'il a arrêté de fuir, le silence a cessé d'être un ennemi. Il est devenu quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus précieux. Un espace. Un espace dans lequel, pour la première fois depuis des décennies, Georges a pu entendre sa propre voix intérieure. Non pas la voix de la peur ou de la culpabilité, non pas la voix des exigences sociales ou des attentes non tenues, mais une voix plus profonde, plus calme, plus vraie. Une voix qui lui disait des choses simples et essentielles sur ce qu'il aimait vraiment, sur ce qui lui manquait depuis longtemps, sur ce qu'il voulait encore faire de cette vie qui lui restait. Pourquoi ceux qui essaient le plus fort tombent-ils encore plus bas ? Parce qu'ils n'ont jamais appris à écouter cette voix-là, et elle attendait patiemment. La cinquième pratique, et l'une des plus puissantes de toutes, est ce que j'appellerais le projet d'héritage vivant. Pas un testament, pas une liste de biens matériels à transmettre. Un projet de sens, quelque chose que vous faites, que vous créez, que vous partagez et qui porte quelque chose de vous dans le monde. Les recherches sur le sens de l'existence
notamment les travaux de Viktor Frankl qui a survécu au camp de concentration en grande partie grâce à sa capacité à trouver du sens même dans les conditions les plus extrêmes, montrent avec une clarté saisissante que la souffrance humaine est non seulement plus supportable, mais transformable lorsqu'elle est intégrée dans un cadre de sens. Pour un homme de plus de 50 ans qui vit seul, ce projet d'héritage vivant peut prendre 1000 formes différentes. Écrire ses mémoires, même pour les siens, même si personne d'autre ne les lit jamais. Transmettre une compétence à quelqu'un de plus jeune. Créer quelque chose avec ses mains. S'engager dans une cause qui dépasse sa propre existence. Cultiver un jardin. Et dans ce jardin, voir quelque chose de plus grand que des légumes. Voir une métaphore de sa propre capacité à faire croître la vie autour de soi. Ce qui unit toutes ces formes, c'est le mouvement. Non pas le mouvement qui fuit quelque chose, mais le mouvement qui va vers quelque chose. La différence entre ces deux mouvements est, psychologiquement, abyssale. Le premier épuise, le second nourrit. Escucha, il y a un moment dans la vie de certains hommes, un moment souvent silencieux, souvent nocturne, souvent solitaire, où quelque chose de très vieux et de très sage se lève en eux. Un moment où ils cessent de se demander ce qu'ils ont raté et commencent à se demander ce qui est encore possible. Un moment où le regard se retourne, non plus vers le passé comme une prison de regrets, mais vers le passé comme un sol, comme une fondation, comme l'ensemble de tout ce qui a été vécu et appris et traversé et qui constitue maintenant une ressource extraordinaire. Ce moment, certains hommes le vivent à 55 ans, d'autres à 65, d'autres encore à 70, après une maladie, après un deuil, après quelque chose qui les a forcés à s'arrêter. Mais ce moment existe pour chaque homme. Et la pratique de la pleine conscience, de l'autocompassion, du projet de sens, toutes ces pratiques dont nous avons parlé, elles ne font pas autre chose que de préparer le terrain pour que ce moment arrive. Elles ne forcent rien. Elles ouvrent quelque chose. Il y a une phrase que la grand-mère d'un patient en thérapie répétait souvent. La vie ne recommence pas, elle continue et c'est encore plus beau. Cette femme avait traversé des guerres, des pertes, des séparations. Elle avait vécu seule pendant les 20 dernières années de sa vie. Et elle avait trouvé, dans cette solitude habitée, avec conscience et avec grâce, une qualité de présence à elle-même et au monde que peu de gens autour d'elle comprenaient. Elle lisait, elle cuisinait, elle écrivait des lettres, elle observait les oiseaux depuis sa fenêtre avec une attention qui ressemblait à de la méditation. Elle était, selon ses propres termes, la meilleure compagnie qu'elle ait jamais connue. Pourquoi ceux qui essaient le plus fort tombent-ils encore plus bas ? Parce qu'ils cherchent dans le mouvement perpétuel ce qui ne se trouve que dans l'immobilité consciente. La paix intérieure n'est pas une destination qu'on atteint après assez d'efforts. C'est un état qu'on cultive moment après moment, pratique après pratique, jusqu'à ce qu'il devienne le fond de votre vie plutôt que l'exception. Et voici quelque chose d'essentiel sur l'autocompassion que les hommes de cette génération ont presque toujours besoin d'entendre, parce qu'on ne le leur a jamais dit. Vous avez le droit d'être doux avec vous-même. Cette phrase, aussi simple qu'elle paraisse, est pour beaucoup d'hommes de plus de 50 ans une révolution intérieure. Parce que toute leur vie, la douceur envers soi-même a été associée à la faiblesse. On leur a appris à être dur, à se lever même quand ça fait mal, à ne pas se plaindre, à continuer. Cette force-là a une valeur réelle. Elle a permis de construire des choses, de traverser des épreuves, de tenir. Mais quand elle est appliquée à soi-même, sans nuance, sans tendresse, sans espace pour la vulnérabilité, elle finit par devenir une forme de violence intérieure. Une violence douce, invisible, mais constante. Et cette violence-là, sur des décennies, laisse des cicatrices profondes. L'autocompassion, telle que Christine Neff l'a définie et étudiée, ne signifie pas se lamenter sur son sort. Elle ne signifie pas baisser les bras. Elle signifie traiter sa propre souffrance avec le même soin, la même bienveillance, la même intelligence compassionnelle qu'on apporterait à la souffrance d'un ami cher. Rien de plus, rien de moins. Quand vous passez une soirée difficile, seul, avec ce poids dans la poitrine que vous ne savez pas toujours nommer, l'autocompassion, c'est de vous dire « oui, c'est difficile. Oui, ça fait mal. Et je mérite d'être traité avec douceur, même par moi-même. Surtout par moi-même, cette pratique
à elle seule, a le pouvoir de transformer l'expérience de la solitude de manière profonde. Parce qu'elle rompt le cercle vicieux dans lequel beaucoup d'hommes se retrouvent. Se sentir mal, se critiquer de se sentir mal, se sentir encore plus mal, se critiquer encore plus, et ainsi de suite jusqu'à l'épuisement. Mira, voici une image que j'aime utiliser. La solitude non acceptée ressemble à une rivière qu'on essaie d'arrêter avec ses mains. Plus on pousse fort, plus l'eau trouve des chemins détournés, plus elle monte, plus elle déborde. Mais la solitude acceptée et habitée avec conscience ressemble à la même rivière qu'on apprend à naviguer. Elle coule toujours, elle peut être forte parfois, mais vous avez un bateau. Et ce bateau, c'est vous. Il y a une sixième pratique que je veux mentionner parce qu'elle est souvent la plus surprenante pour les hommes qui la découvrent. La pratique de l'admiration active. Non pas l'admiration passive, regarder quelque chose de beau et s'en réjouir vaguement, mais l'admiration consciente, intentionnelle, profonde. Chaque jour, cherchez quelque chose à admirer vraiment. Pas de manière sentimentale ou forcée. Quelque chose qui vous arrête. La structure d'un arbre en hiver, la précision d'un artisan qui fait son travail. La façon dont la lumière change au coucher du soleil. La complexité d'un morceau de musique que vous aimez. Les études sur l'émotion que les anglophones appellent awe. Cette sensation d'émerveillement face à quelque chose de plus grand que soi montre qu'elle produit des effets mesurables sur le cerveau. Réduction de l'inflammation, augmentation du sentiment de connexion avec quelque chose de plus vaste, diminution des pensées centrées sur soi et donc diminution de la rumination. L'admiration active est en quelque sorte un antidote naturel à l'enfermement dans sa propre douleur. Elle ouvre une fenêtre. Elle rappelle que le monde est immense et riche et que cette richesse est accessible, même quand on est seul, même quand on est vieux, même quand on a eu des pertes. Pensons à ce que signifie vraiment redécouvrir qui on est après 50 ans. Après des décennies de vie définies par des rôles et des fonctions, la solitude offre quelque chose d'extraordinairement précieux. La liberté de choisir, la liberté de décider qui vous voulez être maintenant dans cette partie de la vie, non pas en réaction à ce qui a été, non pas en compensation de ce qui manque, mais en création pure, en exploration genuinement libre. Quel livre n'avez-vous jamais lu parce que vous n'en aviez pas le temps? Quelle musique n'avez-vous jamais vraiment écoutée? Quel pays n'avez-vous jamais visité? Quelle conversation n'avez-vous jamais osé avoir? Quelle version de vous-même n'a jamais eu suffisamment d'espace pour exister? Ces questions ne sont pas des reproches, ce sont des ouvertures. Et l'homme qui commence à se les poser avec curiosité, plutôt qu'avec regret, avec appétit, plutôt qu'avec tristesse, cet homme a déjà commencé la transformation la plus importante de sa vie. Verras, quelque chose change profondément dans la psychologie d'un homme quand il cesse de voir sa solitude comme une privation et commence à la voir comme un espace. Non pas l'espace vide qui fait peur, mais l'espace créatif, l'espace de possibilités, l'espace dans lequel toutes les choses non encore faites, non encore pensées, non encore ressenties attendent patiemment. C'est ce que les philosophes stoïciens appelaient, dans leur langage propre, la dichotomie du contrôle, la capacité à distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas, et à concentrer toute son énergie sur le premier en acceptant le second avec grâce. On ne peut pas contrôler la solitude que les circonstances de la vie ont créée. On peut contrôler entièrement la manière dont on l'habite. Et cette manière dont on l'habite est la chose la plus importante que vous ferez peut-être dans les prochaines années. Pas parce que ça changera votre situation extérieure, pas forcément, mais parce que ça changera votre expérience intérieure de cette situation. Et en fin de compte, c'est votre expérience intérieure qui constitue votre vie réelle. La vie réelle d'un homme n'est pas dans son agenda. Elle n'est pas dans le nombre d'appels qu'il reçoit. Elle n'est pas dans la présence ou l'absence d'une autre personne à côté de lui. La vie réelle d'un homme est dans la qualité de sa présence à lui-même, dans la richesse de son monde intérieur, dans la profondeur avec laquelle il ressent les choses, les pense, les traverse et les transforme en sagesse. Et cette vie intérieure riche, profonde, vivante, est non seulement possible après 50 ans. Elle est, pour beaucoup d'hommes qui ont eu le courage de la cultiver, plus intense, plus significative et plus belle que tout ce qu'ils avaient connu avant. Pourquoi ceux qui essaient le plus fort tombent-ils encore plus bas?
Cette question a maintenant une réponse complète. Parce qu'ils essaient dans la mauvaise direction. Parce qu'ils essaient de remplir un espace qui demande à être habité, pas rempli. Parce qu'ils cherchent à l'extérieur ce qui ne se trouve qu'à l'intérieur. Parce que personne ne leur a jamais appris à tourner le regard vers eux-mêmes avec bienveillance, avec curiosité, avec le courage tranquille d'un explorateur qui sait que le territoire le plus vaste et le plus riche n'a pas encore été vraiment cartographié. Ce territoire, c'est où ces territoires? C'est cette vie intérieure que 50, 60, 70 années d'expérience ont construite sans que vous l'ayez toujours su. Ce territoire contient des ressources que vous n'avez peut-être jamais pleinement utilisées, des forces que vous n'avez jamais pleinement écoutées. Et voici ce que je veux que vous emportiez de cette conversation, ce que j'espère s'inscrire quelque part de durable en vous. Non pas comme une obligation supplémentaire, non pas comme une technique de plus à maîtriser, mais comme une invitation simple et sincère. Ce soir, quand vous serez seul dans votre maison, quand le silence sera là comme il est toujours là, essayez quelque chose de différent. Au lieu de le fuir, de l'habiller de bruit ou de le remplir de préoccupations, posez-vous dessus avec une légèreté délibérée, comme on pose une main sur quelque chose de précieux. Et demandez-vous, avec la curiosité d'un homme qui a encore beaucoup à découvrir, qu'est-ce que ce silence a à me dire ce soir? Peut-être qu'il ne dira rien d'immédiatement intelligible. Peut-être qu'il dira quelque chose de difficile. Peut-être, et c'est ce qui arrive le plus souvent à ceux qui pratiquent cela avec régularité, peut-être qu'il dira quelque chose de doux, quelque chose de vrai, quelque chose qui ressemble à une présence plutôt qu'à une absence. Figeac, voici ce que la psychiatrie et la sagesse contemplative se rejoignent pour affirmer avec la même certitude. L'homme qui apprend à être pleinement présent à lui-même n'a plus jamais vraiment peur de la solitude. Non pas parce qu'il ne la ressent plus, mais parce qu'il sait maintenant ce qu'elle contient. Il sait que le fond de la solitude n'est pas le vide, c'est soi-même. Et soi-même, découvert avec patience et avec bienveillance, est une compagnie extraordinaire. Il y a un homme quelque part ce soir qui est assis dans son salon. La lumière est douce, le café est peut-être encore chaud. Et il se demande si ce qu'il ressent est normal, si ce silence est supportable, si cette vie qu'il mène en solitaire peut vraiment contenir de la joie, du sens, de la vitalité. À cet homme, je veux dire ceci avec toute la clarté et toute la chaleur dont ces mots sont capables. Oui, oui, cette vie peut contenir tout cela, mais elle demande quelque chose de vous. Elle demande que vous ayez le courage de vous y engager pleinement, de ne pas la traverser à moitié présent, à moitié absent, toujours en attente de quelque chose d'autre. Elle demande que vous décidiez, un matin ordinaire, que cette vie exacte, avec cette maison, ce silence, cette solitude et toute cette expérience accumulée, que cette vie vaut la peine d'être vécue avec tout, ce que vous avez pleinement, consciemment, avec gratitude pour ce qui est, avec curiosité pour ce qui reste à venir. Un ami proche d'un homme en thérapie lui avait dit, lors d'une marche en forêt, « Les arbres qui vivent le plus longtemps sont ceux qui ont appris à pousser vers la lumière tout en s'enracinant plus profondément. » Cette métaphore est juste. Les racines, c'est votre monde intérieur. La lumière, c'est tout ce qui vous appelle encore vers la vie. Et vous avez les deux. Vous les avez toujours eus. Il reste une dernière chose à dire, et elle est peut-être la plus importante de toutes. La transformation dont nous avons parlé, cette transformation de la solitude douloureuse en solitude habitée, en présence pleine à soi-même, en vie intérieure riche et vivante. Cette transformation n'est pas un projet que vous pouvez remettre à demain. Non pas parce que demain sera trop tard, mais parce que demain ne viendra pas de lui-même. Le changement réel ne commence jamais demain. Il commence dans le moment où on décide qu'il commence. Dans ce moment précis. Dans cette décision, si petite soit-elle, de regarder les choses différemment. Les 2 minutes d'ancrage intentionnel demain matin. Les 3 moments de gratitude spécifiques ce soir. La conversation vraie avec quelqu'un cette semaine. Le projet qui porte votre sens. L'admiration active pour quelque chose de beau aujourd'hui. L'autocompassion dans le prochain moment difficile. Ces pratiques, accumulées, répétées, approfondies avec le temps, constituent un chemin, et ce chemin mène quelque part de réel.
Pourquoi ceux qui essaient le plus fort tombent-ils encore plus bas? Parce qu'ils n'ont pas encore trouvé ce chemin. Mais vous, maintenant, vous le connaissez. Et la connaissance d'un chemin ne vaut que si on commence à marcher. Alors ce soir, faites le premier pas, aussi petit soit-il, aussi imparfait soit-il. La direction compte plus que la vitesse, et la direction, vous la connaissez. La vie après 50 ans n'est pas une conclusion, c'est une continuation. Une continuation qui peut être, si vous le choisissez, la plus consciente, la plus profonde et la plus libre de toutes les parties de votre vie. Parce que vous avez maintenant quelque chose que vous n'aviez pas à 20 ans, ni à 30. Vous avez la sagesse des choses traversées. Vous avez la profondeur des douleurs digérées. Vous avez la perspective de celui qui a vu beaucoup et qui sait maintenant distinguer l'essentiel de l'accessoire. Et cette sagesse-là, cette profondeur-là, cette perspective-là, ne sont pas des consolations pour ce qui a été perdu. Ce sont des ressources extraordinaires pour ce qui reste à vivre. Pour ces années qui s'ouvrent devant vous, qui peuvent être, si vous les habitez avec conscience, les années les plus riches, les plus vraies, les plus pleinement vécues de toute votre existence. Le silence de votre maison ce soir n'est pas un ennemi, c'est une invitation. Acceptez-la.